Bienvenue et merci d'être là à l'atelier Vos émotions face à la situation de crise, en quoi cela parle de vous. Vraiment, merci de suivre mes ateliers, de venir voir ce que je vous propose, car ma passion, c'est la thérapie, c'est la compréhension de l'esprit humain et de ses émotions. Et mon plaisir est de vous partager mes réflexions et mes travaux. On pourra par la suite avancer. Donc, le plan de l'atelier est maintenant un classique. Nous sommes au plan, je vais me présenter, ma formation. Nous irons voir les limites, puis après, je vous raconterai la petite histoire évocatrice. Nous irons travailler notre pouvoir d'action et les limites de ce pouvoir d'action. Puis, nous travaillerons cette démarche par le présent puis le passé et voir peut-être comment s'en libérer. Et nous ferons un point sur qu'est-ce qu'apporte la thérapie par rapport à notre démarche de ce soir. Donc, merci d'être là. Si vous avez des questions et que vous désirez échanger, je vous laisse utiliser la partie converser. Donc, je me présente, Louis Mazurel, je suis Gestalt thérapeute depuis maintenant 2 ans. Mon cabinet est dans le 9e à Paris. Et je suis aussi passionné de développement personnel, d'hypnose et autres sujets en corrélation avec cela. Ma formation, donc je suis diplômé de l'IFAS, ou maintenant nommé l'École humaniste de Gestalt. Si vous voulez comprendre ou peut-être devenir thérapeute, eh bien, je vous laisse suivre le lien pour découvrir cela. Qu'est-ce que la Gestalt? En fait, la Gestalt, c'est augmenter l'espace de choix de vie. Pourquoi? Parce que, en fait, une personne consciente a d'abord la première action, c'est d'être en présence de ses actions. C'est de réaliser comment elle vit, comment elle a envie de vivre et comment faire pour arriver à vivre selon son envie. Donc, c'est prendre conscience de ses actions, de comment elle vit. Et ça, en fait, c'est la première étape de toute séance de thérapie. Qu'est-ce qui s'est passé dans la semaine? Et d'aller voir comment la personne les a vécues, quelles ont été ses actions par rapport à elle. Puis, quand on a vu ces actions-là, eh bien, on va voir les émotions qu'il y a derrière. Et que ce soit de la colère, de la tristesse, de la joie, de la peur, voire une émotion totalement neutre, on accueille toutes ces émotions avec bienveillance. Pourquoi avec bienveillance? Parce que ces émotions ne sont que des symboles, des alertes, des témoins de comment vit la personne cette situation. Et c'est pour cela que la thérapie Gestalt va vraiment s'appuyer sur l'émotion comme détecteur d'une posture positive, bonne ou négative pour la personne. Et par derrière, en fait, on va mettre de la conscience. Donc, on va réfléchir au pourquoi elle a fait ça. Quel est le lien mécanique qui se positionne là? Et grâce à cela, en fait, en prenant conscience de ses actions, puis de ses émotions et du besoin caché, eh bien, la personne va pouvoir, pour l'étape d'après, choisir une nouvelle posture, une nouvelle réflexion, une nouvelle démarche. Et ça va lui permettre d'avoir une nouvelle relation à soi, donc une nouvelle relation aux autres, donc une nouvelle euh, action dans sa vie qui petit à petit va changer sa vie et changer son entourage. Peut-être que les personnes qui sont là ce soir, c'est la première fois pour elles qu'elles s'intéressent au développement personnel, ou vous avez déjà lu beaucoup de livres, beaucoup de formations. Eh bien, je vous propose de recommencer cet atelier comme si c'était la première fois que vous alliez étudier ça. Parce que, en fait, les réflexions que vous allez avoir ce soir vont être de toutes nouvelles réflexions qui vont sans doute avoir une nouvelle nuance parce que vous n'êtes pas la même personne de la semaine dernière, du mois dernier, de l'année dernière, voire un peu plus loin. Et c'est pour cela que je vous propose d'accepter pleinement l'expérience et de vivre plutôt que de dire ah bah tiens je sais peut-être mieux que lui faire cela. En fait, ça serait refuser sa réflexion, ses émotions qui ressortiraient.
Donc, pour la petite histoire, en fait, quand j'ai depuis un an que mes clients viennent me voir, eh bien, à chacun, quand je leur pose, mais comment ça se passe pour vous, le Covid? Eh bien, chacun a une émotion différente. Il a une relation au Covid spécifique. Et quand on réfléchit ensemble à pourquoi sa relation au Covid est telle qu'elle est, eh bien, tout d'un coup, à chaque fois réapparaît une situation dans son enfance où il a subi quelque chose qu'il n'a pas pu contrôler. Et comme le Covid, en fait, est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, vous voyez tous les variants qui apparaissent au Brésil, en Inde, les actions du gouvernement, le confinement, la fermeture des magasins, tout ça, on ne peut pas contrôler. Eh bien, euh, certains vont être très en colère, d'autres vont être terrifiés, d'autres vont être dans un refus total, d'autres vont être dans un sentiment de libération. Mais chacune de ces actions-là, en fait, vient d'un mécanisme émotionnel dû au passé. Et c'est cela que je vous propose que l'on aille réfléchir, regarder euh, ce soir. Voilà. Donc, notre pouvoir d'action et les limites. Comme je vous ai évoqué, en fait, le Covid, on n'a pas de pouvoir. Donc, sur quoi avons-nous un pouvoir? Donc, notre première zone d'influence, en fait, qui est en évolution permanente, c'est nous. Comment nous réagissons par rapport à nous? Quelle est notre relation à nous-mêmes? Comment nous nous parlons? Est-ce qu'on se dit, ah, là, tu as encore été vraiment nul? Ou est-ce que vous vous dites, tiens, là, je me sens fort? Ou tiens, là, j'ai vraiment été calme et détendu? Quelles sont les paroles que l'on se dit à nous-mêmes? Puis aussi, quels sont nos comportements? Est-ce que, à cause du Covid, on a envie de rien faire? Ou est-ce qu'avec le Covid, on a une compulsion alimentaire en ouvrant 3 fois par jour le frigidaire, ou 5 fois, ou 10 fois, ou le soir, on a envie de boire du vin ou de manger une tablette de chocolat en entier, ou sinon les croyances, voilà, tous ces comportements un peu compulsifs, ou sinon, tiens, j'ai envie de sortir tout le temps, ou tiens, je me sens déprimé tout le temps, ou tiens, je pleure. Et derrière, quelles sont les croyances? Je ne peux rien faire, c'est dû au Covid. Je suis une victime, c'est dû au Covid. Est-ce que c'est de ma faute, c'est dû même à cause du Covid? Donc, nous, cette zone-là, c'est moi et c'est ma vie. Quelles sont mes habitudes, mon travail, mon habitation, mes activités? Tout cela, c'est cette zone d'influence où l'on peut reprendre du pouvoir dessus parce que, eh bien, plutôt que, par exemple, si on a une compulsion sur l'alcool, arrêter enfin, prendre conscience qu'on boit régulièrement et donc changer cette habitude. Ou, vous voyez, en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui se disent ah, j'en peux plus de vivre dans la ville et qui partent à la campagne ou dans une plus petite ville. Eh bien, ça, en fait, ce sont des personnes qui ont pris conscience qu'ils voulaient faire autrement et qui ont agi sur leur vie. Puis après, il y a la zone secondaire qui est celle qui est partagée, la relation à l'autre. Et moi et l'autre, bah, ça peut être mon partenaire de vie, ça peut être ma famille avec mes enfants, mais ça peut être ma famille avec mes frères, mes sœurs, ma mère, mon père, ma grand-mère, mon grand-père, ça peut être avec mes oncles, mais aussi ça peut être avec mes amis, mes collègues, mon patron, mes employés. Tout cela, en fait, c'est toutes les personnes avec qui on a une relation. Même ça peut être ma boulangère où je vais acheter tous les jours ma baguette, ça peut être avec ma concierge. Avec ces gens-là, en fait, euh, on a des interactions. Donc, on peut leur proposer de changer, mais en fait, ils ne sont pas là. Après, c'est leur responsabilité de changer. Donc, c'est nous qui proposons notre changement, mais ça reste une relation où on peut construire ensemble. Et puis après, il y a la zone tertiaire qui est inerte, la relation au monde. Et la relation au monde, c'est la politique, l'économique, le social, la nature, la météo, la gravité même, ou le temps.
toutes ces choses-là où on n'a pas d'impact. Par exemple, personne n'a d'impact sur Macron, personne n'a d'impact sur la météo. Sauf qu'il y a des gens qui râlent sur la météo alors qu'ils n'ont aucun pouvoir sur la météo. Eh bien, râler sur la météo, c'est perdre une énergie monstrueuse et donner de l'énergie négative à quelque chose dont on ne peut pas agir. Eh bien, le Covid, c'est la même chose. Si on ne peut pas agir sur le Covid, comment on peut reprendre le contrôle sur nos émotions? Comment on peut revenir et prendre sa responsabilité pour que le Covid ait une émotion à poser là-dessus? Voilà. Donc, pour cela, ma méthode, c'est nous allons du présent vers le passé, parce que le présent, c'est ce qui nous active aujourd'hui, ce qui nous permet de ce qu'on ressent le plus fortement. Et donc, ce que je vous propose, c'est que nous prenions un temps pour voir quelle est notre relation à notre environnement aujourd'hui. Justement, quand on parle du Covid, eh bien, avant le Covid, comment vous sentiez-vous? Maintenant, pendant le premier ou deuxième confinement, qu'est-ce qui s'est passé émotionnellement? Maintenant qu'on a un peu plus de liberté, comment on le vit? Et ce qui serait intéressant, c'est vraiment voir comment vous l'avez vécu. Qu'est-ce qui vous est apparu? euh, qu'est-ce- Par exemple, moi j'ai des clients, le premier confinement, ils étaient au fond de leur canapé, ils étaient déprimés, d'autres qui vivaient normalement, mais ils étaient vraiment euh, à se laver les mains 3 fois par jour et qui étaient très en colère si d'autres personnes ne respectaient pas les gestes barrières. Et j'ai des clients qui, eux, ont continué à vivre, sauf qu'ils suivaient à la lettre les règles du gouvernement. Ils se disaient, la loi, c'est la loi, moi, je la respecte du début jusqu'à la fin. Eh bien, ces 3 personnes, chacun, en fait, l'ont vécu à leur manière. Donc, ce que je vous propose, c'est que vous réfléchissiez pendant 5 minutes sur vous, comment vous l'avez vécu. Qu'est-ce que vous avez fait pendant le premier ou le deuxième confinement? Notez-le sur un papier. euh, Quels ont été vos comportements, vos habitudes, comment vous avez géré cela. Vraiment dans l'action même. C'est ça qui est intéressant à voir. On ira après voir l'émotion, puis le besoin par derrière. Pendant ces 5 minutes, si vous avez des questions ou des points à développer, eh bien, n'hésitez pas à me poser des questions dans la partie conversée. Par exemple, est-ce que vous aviez des compulsions alimentaires? Ou par exemple, est-ce que ça vous a totalement déréglé dans vos habitudes de vie?
Est-ce que vous ne saviez plus comment faire? Est-ce que vous étiez en suractivation? J'ai un client, les 3 premières semaines, il était surexcité. Il croyait qu'il allait super bien. Mais en fait, au bout de 3 semaines, il s'est effondré parce qu'il n'était pas. Il croyait être équilibré, posé, voire en faire un peu plus que d'habitude. Mais en fait, c'était pas du tout ça ce qui se passait chez lui. Il était super stressé, super énervé et il cachait son inquiétude par énormément d'activités. Et au bout de 3 semaines, en fait, son corps a lâché. Il était épuisé physiquement et en fait, il est parti dans une micro-dépression. Il n'acceptait pas la peur qui montait chez lui de cette situation. Donc maintenant que vous avez bien posé quels sont les éléments, les actions que vous avez vécues, je vous propose qu'on aille voir l'émotion. Et donc, je vous propose cette boussole des émotions qui est tirée de la BD Art Mela. Enfin, Art Mela est l'artiste. Vous trouverez toutes ces BD sur consciencequantique.com. Et j'aime bien cette boussole parce qu'elle vous montre plein d'émotions et elle vous permet d'associer des émotions et aussi peut-être à des attitudes que vous avez pu vivre pendant ce confinement. Voilà. Donc, je vous laisse choisir une émotion, voire une sous-émotion de ce moment avec le Covid, comment vous l'avez vécu et ressenti. Est-ce que vous étiez dépassé, impuissant, voire prostré? Moi, j'ai un client qui était comme cela. Sinon, j'ai eu un client qui était vraiment presque ulcéré, furieux par la situation. N'hésitez pas à utiliser les supports pour les entourer ou pour les noter. Maintenant qu'on a vu l'émotion, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir le besoin et le sous-besoin qui était caché, qui était derrière cette émotion, derrière ces actions que vous avez faites. Est-ce que c'était de la survie? Est-ce que vous cherchiez, vous aviez besoin d'un abri, d'un besoin de sécurité, ou vous étiez dans la protection, ou vous aviez besoin de relations, de connexion? Bien sûr, ça a été long pendant 1 an, ce Covid. Donc, il y a peut-être sans doute beaucoup de choses et beaucoup d'émotions qui sont apparues. Je vous laisse en cocher 1, 2, 3 et voir celui qui vous apparaîtrait le plus important.
Maintenant qu'on a vu tout ça, est-ce que vous avez pu remplir tout le tableau? Est-ce que vous avez bien toutes vos actions, toute l'émotion et le besoin qui est? Est-ce que ça vous paraît cohérent quand vous avez tout ça sous les yeux? Je vous laisse checker, voir si maintenant que vous avez pu lire cela, est-ce que vous avez des nouvelles pensées, des nouvelles réflexions qui vous viennent, ou des détails ou des aspects euh, qui vous apparaissent. N'hésitez pas à me dire si, dans la partie conversée, si ça paraît cohérent par rapport à si vous avez bien retrouvé ce moment-là. Donc maintenant qu'on a ce support, je vous propose de le mettre de côté. Et maintenant, on va aller regarder en fait votre relation à votre environnement, mais par rapport au passé. Quand vous étiez enfant, entre l'âge de 3 ans et l'âge de 12-15 ans, comment ça se passait émotionnellement? Qu'est-ce que vous avez peut-être vécu dans votre passé? Et ce que je vous propose, c'est que le Covid, vous voyez, c'est quelque chose qui vous a été imposé, qui a été subi par tous, par tout le monde, et que on n'a pas pu faire autrement que de l'accepter. Eh bien, ce qui m'intéresserait là, c'est que vous réfléchissiez pendant cette période de l'enfance à quelque chose que vous avez subi, que vous n'avez pas pu faire autrement que de la vivre. Peut-être que c'était la relation avec un parent difficile, un père, une mère, ou avec l'école, ou euh, un grand-père ou une grand-mère. Vraiment quelque chose ou une situation qui a été longue, lourde, subie, et que vous puissiez trouver euh, que vous avez vraiment vécu avec cette personne, mais que vous, en tant qu'enfant, vous n'avez pas pu faire autrement que de la vivre et de la subir. Je vous laisse noter les éléments qui vous viennent à l'esprit. Quel a été ce moment? Pendant combien de temps? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez réagi par rapport à cela? Quelle a été l'attitude que vous avez eue pendant, quelle a été votre posture face à cette situation subie? Et ce qui serait intéressant, c'est aussi de voir qu'est-ce que quelle émotion cette personne venait, avec quelle émotion cette personne venait vers vous. Et vous, comment vous le viviez? Est-ce que vous étiez presque inerte, presque passive, ou peut-être avec des actions compulsives, ou peut-être avec de la fuite, ou peut-être vous aviez vos échappatoires. Et quels étaient ces échappatoires? Ce qui serait intéressant, c'est de voir apparaître le mécanisme qui était vécu pendant cette période-là émotionnelle. Si vous avez des questions et des demandes, n'hésitez pas à les écrire dans la partie conversée.
Donc maintenant que vous avez bien noté tous ces détails, je vous propose qu'on aille voir quelle était l'émotion vécue. Et, est-ce que vous vous sentiez plutôt impuissant, prostré, terrorisé, plein de haine, furieux, pétillant, ou détendu, confus, apeuré, bloqué? Alors Cora, merci pour ta question. La fille que j'ai souvent impliquée dans le passé pourrait-elle expliquer la dépendance affective que j'ai maintenant dans ma vie d'adulte? Alors, merci pour cette question. Euh, je ne vais pas pouvoir être aussi précis parce que ça se travaille en thérapie et ce n'est pas en 4 lignes que je peux déduire la cause et la conséquence. En fait, souvent, les personnes qui ont une dépendance affective, c'est que souvent, vraiment, là, c'est des généralités que je dis, Cora. Donc, à voir si ça parle pour toi, mais ce que je voudrais vraiment, c'est euh, que tu comprennes que je dis juste une généralité pour répondre à ta question, pour pas te laisser dans le vide, mais en même temps, ça serait vraiment intéressant que tu ailles creuser cela en thérapie pour pouvoir voir vraiment le mécanisme de fuite et qui a créé peut-être, je ne sais pas, cette dépendance affective. Donc, euh, souvent, les gens qui ont été dans la fuite, c'est des personnes qui ont subi quelque chose et qui ont préféré s'échapper. Et pourtant, en tant qu'enfant, l'enfant, par nature, aime ses parents, a envie d'être aimé, a envie d'être accueilli, a envie d'être accepté tel qu'il est. Et de qu'on lui dise que c'est une belle personne, qu'il soit accepté complètement et qu'on lui montre aussi bien ses qualités que ses défauts, mais qu'il soit accueilli pour ce qu'il est. La mère apporte l'amour selon un schéma un peu simpliste et le père apporte la confiance en l'enfant en lui montrant si ce qu'il fait est bien ou pas bien et en le soutenant dans sa démarche de développement. Et donc, si une personne a été obligée de fuir en permanence ses parents, eh bien, il y a un moment où elle aura envie quand même de se raccrocher à ses parents. Et peut-être que ça va créer chez elle une dépendance affective parce qu'elle attendra que dans son partenaire, que enfin son partenaire lui donne cet amour qu'elle n'a pas reçu. Et là, vraiment, je suis dans un schéma très, très généraliste qu'on pourrait trouver dans un livre de développement personnel. D'accord? Et ce qui est vraiment intéressant, la Cora, c'est d'aller voir qu'est-ce qui a besoin d'être rassuré par cette dépendance affective. Qu'est-ce qui a déclenché cette dépendance affective? Quelle a été l'attitude qui a fait que l'enfant ait eu besoin de fuir et qui aujourd'hui fait qu'il a une telle demande de dépendance affective. Voilà. Donc, la dépendance affective vient souvent d'un manque tellement énorme qu'aujourd'hui, la personne demande à l'autre de lui apporter cet amour qu'il n'a pas reçu, de lui remplir cet amour qu'il n'a pas reçu. Parce que normalement, l'amour doit être apporté par les parents, ce qui fait que l'enfant n'a pas besoin d'en demander à quelqu'un d'autre, puisqu'il en a assez reçu de ses parents. Et que quand il arrive dans sa vie d'adulte, il soit assez rempli d'amour pour donner à l'autre et en recevoir, mais pas être euh, euh, dans le don, dans la surdemande. Il est bon de demander, il est bon d'être en manque, mais la dépendance affective, c'est que c'est l'autre qui doit rassurer totalement la personne. Donc, tant mieux si Cora, ça t'a parlé. Et maintenant que tu le comprends, vraiment, ce que je te pousse à faire, c'est d'aller trouver un thérapeute ou
tu pourras accueillir et libérer accueillir cette peur de ton enfant intérieur et lui donner l'amour qu'il n'a pas reçu. Et comme cela, ça sera toi, l'adulte, qui accueillera cette émotion et toute cette situation. Voilà. Merci pour ta question. Je vous propose que l'on avance. Donc, maintenant qu'on a l'émotion, on va aller voir le besoin. Quand la personne était enfant, quand vous étiez enfant, quel était ce besoin-là? Est-ce que vous aviez besoin de relations ou de sécurité, de protection? Par exemple, mon client qui s'est senti prostré et qui a vraiment subi le Covid comme une invasion, un danger agressif qui venait même où il ne se sentait même pas en confiance dans son appartement. Eh bien, en fait, ce client, en travaillant avec lui, on a réalisé que il ne se sentait pas en sécurité chez lui parce que, en fait, son père même rentrait dans sa chambre avec violence et donc son appartement n'était qu'une extension de cette chambre d'enfant où il ne se sentait même pas en sécurité parce que le père, comme le Covid, pouvait y faire rentrer de la violence. Et on a travaillé ça. Et le deuxième confinement, il l'a un peu mieux vécu, mais ça a été aussi très difficile, très déprimant pour lui. Et maintenant, il se sent de plus en plus libéré, de plus en sécurité en lui. Pourquoi? Parce qu'on a travaillé sa sécurité, sa protection, le réconfort de cet enfant intérieur, et que maintenant que l'enfant intérieur est réconforté, eh bien, il se sent en sécurité aussi bien chez lui que dans la rue, que quand Macron parle à la télévision, ou qu'il y a une nouvelle évolution de variants, aussi bien au Brésil qu'en Inde. Mais ça, il y a un an, on lui aurait dit, mais le virus va encore muter 100 fois, il aurait été terrorisé, presque en pleurs devant la personne qui lui aurait annoncé ça. Donc vous, est-ce que vous réalisez quel était le besoin que vous aviez en tant qu'enfant qui n'a pas été entendu, peut-être par l'école, peut-être à cause de l'école, peut-être à cause de cette mère, à cause de ce père, qui était subi par cet enfant qui, enfin, comme il est un enfant, il n'était pas préparé à ça. Voilà. Maintenant que vous avez complété cette deuxième feuille, avec ce besoin, cette émotion et l'activité, enfin la posture que vous aviez en tant qu'enfant, est-ce que vous pourriez la mettre en parallèle avec la première feuille qu'on a remplie et voir s'il y a des similarités? Peut-être ou peut-être pas. L'objectif n'est pas que ça réponde à tout. L'objectif est d'avoir pris le temps de ces deux moments et de voir si il y avait un lien de causalité ou pas. S'il y a un lien de causalité, merci, ça m'aide. S'il n'y en a pas, eh bien c'est très bien. Et n'hésitez pas à me le dire. Mais l'idée, c'est vraiment, tiens, j'ai subi ça et je réalise que le Covid me fait revivre ce que j'ai subi. Et de mettre de la cohérence dans notre relation à la réalité. Puisque la réalité du Covid, on ne peut pas avoir d'impact dessus. Est-ce que ça apparaît? Est-ce que vous êtes d'accord avec l'exercice? Est-ce que vous avez pu visualiser quelque chose? N'hésitez pas à le dire dans la partie conversée.
Merci Josiane qui dit « Je suis d'accord avec l'exercice, j'ai trouvé un lien avec le passé, ça crée une réactivation. » Tant mieux. Après que l'histoire ne soit pas exacte ou imprécise, ce n'est pas grave. L'important, c'est que vous puissiez voir et accepter cela et l'accueillir. Accueillir cette émotion, accueillir cette action, accueillir cette conscientisation pour pouvoir vous en libérer. Et c'est là où... parce que vous voyez, en fait, quand mes clients viennent en thérapie, ils évoluent. Ils ont des relations différentes en fonction de là où ils en sont dans leur thérapie. Donc, ce qui est important, c'est de voir quelle cohérence vous voyez aujourd'hui. Peut-être que dans 6 mois, vous aurez un autre regard. Mais ce qui est important, c'est aujourd'hui faire un constat, faire une démarche d'acceptation de ce qui a été vécu émotionnellement, aussi bien avec le Covid que dans le passé. Tous les éléments sont là, car il y a un effet de répétition, un effet d'émotion répétée. Et donc vraiment, vous voyez que entre ce qui a été vécu par l'enfant qu'il n'a pas pu contrôler, qu'il n'a pas pu gérer, puisque c'était un enfant, justement, ce n'était pas un adulte, et bien en face, on voit que l'adulte va peut-être avoir par mécanisme inconscient la même réaction, la même situation de stress face au Covid, face au chômage, face à la peur du chômage, face à la peur de la crise, face à la peur de la mort, de la vie, de tout ça. Et en fait, on voit que dans la posture de la personne, dans l'émotion et dans le besoin, il y a corrélation. Alexandra me pose la question, là on parle de stress, mais est-ce que l'émotion générée par le Covid peut être positive? Oui, Alexandra, ça peut être totalement positif. Parce que dans des familles, il y a les croyances que un problème, c'est la catastrophe. Et là, l'enfant ayant cette croyance de un problème, la maladie, c'est une catastrophe, eh bien, il va vivre cela comme une catastrophe. Mais dans d'autres familles, un problème, c'est un super moment pour créer une nouvelle solution, trouver une nouvelle démarche, avoir une nouvelle envie dans la vie. Et donc, cet enfant qui aura eu cette croyance que un problème, une situation à risque, eh bien, ça permet de rebondir, ça permet de créer une nouvelle envie, ça permet de créer une nouvelle relation, eh bien, le Covid pourra lui apparaître comme positif. Et c'est très bien si ça lui apparaît comme positif. La question, c'est juste voir comment ça réagit. Est-ce que, Alexandra, j'ai apporté une réponse à ta question? Et puis aussi, le Covid, ça a été presque un cycle de deuil pour beaucoup de personnes. Et normalement, à la sortie du deuil, on trouve de nouvelles solutions. Donc, ça peut être aussi une émotion positive. Merci, Alexandra. Quand tu dis oui, mais clairement, ce ne sont pas mes parents qui m'ont aidé à rebondir, très bien. Après, il y a la question du cycle du deuil. Tout d'un coup, accepter que la situation que l'on vivait dans le passé s'est arrêtée, ça peut être très déprimant, ça peut faire peur, ça peut emmener la personne à se sentir victime. Et après réflexion, après se dire, bah tiens, en fait, ce moment a été un moment de pause, un moment où j'ai pu réfléchir, et donc de cette réflexion, j'en tire quelque chose de positif. Ça peut être deux alternatives de réflexion. Donc vous voyez qu'en fait, pour synthétiser, grâce à cette démarche, on a vu que c'était notre intérieur qu'on a travaillé. C'était notre relation à nous-mêmes,
à nos émotions, à nos paroles, à nos croyances, à nos comportements qu'on avait pu conscientiser, réfléchir. Parce que Macron, il sera toujours à la télévision jusqu'aux prochaines élections. Les amis, ils feront leur vie telle à leur manière. Mais nous pouvons tous prendre notre responsabilité pour nos prochaines actions, nos prochaines réflexions, nos prochaines émotions, nos prochaines relations à notre travail, à nos habitudes, à nos amis, à nos ennemis même, à notre téléphone portable, sur les informations que l'on reçoit, à tout cela. On peut agir sur notre action, nos émotions, nos valeurs, parce que en prenant conscience de ça, on va changer petit à petit nos habitudes. Et donc, comment s'en libérer? Donc, ce que je vous propose, c'est que par rapport à l'exercice, quand on reprend le besoin, eh bien, c'est toujours le même. Le besoin de confiance, de sécurité, ça va être le même. Donc, pour la situation future, dans ma vie, j'ai besoin de mettre, par exemple, votre besoin. Donc, n'hésitez pas à écrire, dans ma vie, j'ai besoin de mettre tel besoin au cœur de ma vie, par rapport au passé. Par exemple, Cora, ça serait, j'ai besoin de mettre de l'amour, de la sécurité dans ma vie personnelle, et je vais me l'apporter. Donc, je vous remets la liste du besoin, si vous avez besoin de la relire. Donc là, vous voyez si vous avez besoin d'utiliser le même besoin que l'enfant intérieur ou un autre. La deuxième étape, je vous propose de choisir l'émotion opposée à celle que vous avez vécue au Covid. Donc, je vous emmène à la boussole des émotions et d'aller voir l'émotion opposée. Par exemple, vous voyez, si je lis la colère écœurée, eh bien, ça donnerait de la joie inspirée. Si je vois de la peur débordée, je verrai de la joie motivée ou vivifiée. De la tristesse cafardeuse, ça donnerait de la joie gaie. Vraiment, prenez juste l'émotion opposée pour voir sur la boussole quelle serait-elle. Tout simplement. J'étais d'humeur noire, maintenant j'ai envie d'être touché, plein d'amour, plein de tendresse. J'étais paniqué, maintenant je vais être plein de gratitude, je vais être comblé, je vais être plein d'espoir. Avant j'étais déprimé, je vais être en extension et fier, transporté de joie. Donc, si vous avez du mal à choisir votre émotion ou vous ne la trouvez pas, n'hésitez pas à mettre l'émotion que vous avez actuellement et on travaillera ensemble sur votre émotion. Et en fait, en faisant cela, on rééquilibre un peu vos émotions. Symboliquement, vous étiez très bas, et bien en mettant de l'émotion positive, ça rééquilibre la balance. Et ça vous aligne. C'est un peu symbolique et en même temps, émotionnellement, ça marche très bien. Et pour l'action, je vous propose de créer l'opposé, tout simplement.
l'action que vous avez vécue, j'étais apeuré, et bien maintenant je suis dans l'action. Pour cela, je choisis d'être dans l'action. Avant, j'étais solitaire, maintenant je choisis d'être connecté aux autres et d'organiser des actions de groupe. Avant, je combattais les autres, maintenant je cherche à m'associer aux autres. Et comme ça, vous voyez que de la posture du passé, en prenant l'opposition, eh bien, vous vous alignez et vous dites non, je ne suis plus la personne du passé, je suis cette personne qui cherche à changer, qui cherche à évoluer, qui cherche à sortir de cette posture de victime ou cette posture que je n'ai pas choisie. Maintenant, je choisis ma posture, je choisis mon action. Si vous avez du mal à créer l'action, je vous propose que vous mettiez la phrase, la posture ou l'action du passé, et on la travaillera ensemble. Ce qui vous donne ça, en fait, comme schéma. Merci Cora. Être prostré dans l'attente pourrait donner agir tout de suite et créer, agir tout de suite dans l'action. Tout à fait. C'est réfléchir à l'action que tu pourrais faire chaque jour. Le mieux, c'est de te dire, je réfléchis à faire une action par jour qui va soutenir mon besoin et qui va soutenir mon émotion. Tu m'as proposé l'amitié, bien, je te dirais, chaque jour, j'envoie un SMS à un ami ou une amie, ou chaque jour, je donne un coup de téléphone, et chaque mois, j'organise un dîner, ou un apéro, ou une action, pour me sentir entouré dans l'action. Tout ce que je viens de dire ne sont que des propositions. Bien sûr, ce ne sont que des idées. À toi de voir ce que tu as envie de faire. Voilà, Josiane, tout à fait, c'est la méthode des petits pas. Et en fait, vous voyez que ce schéma-là représente tout à fait une séance de thérapie. La personne arrive en parlant en haut à gauche de sa semaine. Ça s'est passé comme ça. Voilà ce que j'ai vécu. Puis après, je lui pose la question, mais qu'est-ce que vous avez ressenti face à tout ça? Ah bah c'était dur, ou j'étais en colère, ou ça m'a chagriné, ça m'a dérangé. Puis après, mais derrière cette émotion, quel était votre besoin? Ah bah j'ai ça. Ah bah maintenant qu'on a pris conscience de votre besoin, quelle émotion vous voudriez vivre pour que ce besoin se sente renforcé? Et donc derrière ce besoin et cette émotion, quelle action vous voudriez faire dans votre futur? Quelle est cette nouvelle habitude que vous allez faire? Et en fait, la personne sort de la séance en ayant écouté son passé, en ayant écouté son mécanisme et en ayant construit avec moi un nouveau mécanisme, une nouvelle habitude, une nouvelle envie. Et ça revient toujours à elle par rapport à elle-même.
les autres, c'est leur responsabilité. S'ils veulent rester, si les autres acceptent la nouvelle habitude, eh bien, ils resteront auprès de cette personne-là. Si les autres n'acceptent pas cette nouvelle habitude, eh bien, c'est leur choix. Ils choisiront de partir ou de changer. Mais le plus important, c'est que la personne ait accepté ses paroles, ses comportements, ses croyances, ses émotions, ses besoins, et qu'elle les fasse et qu'elle suive sa vision parce que c'est celle qui lui correspond le mieux. Donc, la thérapie, ça sert à quoi? Donc, c'est une discussion avec un professionnel qui nous fait revenir à nous-mêmes et qui nous permet de reconstruire le souvenir de l'émotion créée dans le contact et de s'en libérer pour pouvoir créer le futur que la personne a envie de créer, puisque justement, ça y est, elle n'a plus ce poids émotionnel qui la bloque dans sa vie. Elle l'a déposé auprès du thérapeute, elle l'a déposé sur le chemin parce qu'elle l'a totalement accueilli, totalement écouté, pour par la suite, vu que maintenant il y a un espace libre en elle, eh bien elle puisse y mettre l'émotion qu'elle a choisie, le besoin qu'elle a choisi et la nouvelle habitude qu'elle a choisie. Vous voyez comment la métaphore du sac, où tout d'un coup on sort le caillou émotionnel du passé et on le dépose sur la route, et grâce à cela, il y a de la place dans le sac et on met ce que l'on veut. Merci d'avoir suivi. Donc là, le prochain atelier est comment accueillir ses peurs et s'en libérer. C'est un peu le même exercice que l'on vient de faire aujourd'hui, sous un autre format, sous un autre angle, sous une autre nuance, sous une autre réflexion. Mais en même temps, le mécanisme reste toujours un peu le même. Voilà. Merci pour votre intérêt. Merci pour vous de m'avoir suivi jusqu'au bout. Ce que je vous propose, c'est que nous maintenant, nous échangions, que nous réouvrions les micros et que nous échangions sur vos questions, vos besoins, vos demandes.